Ah, bonjour. Nous voulons d'abord prévenir que il est nécessaire de choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter. Si vous voulez écouter le français, vous devez sélectionner la langue française pour avoir la traduction. Je suppose que si vous m'entendez, c'est que peut-être vous l'avez déjà choisi. Nous allons écouter Tatiana de Bareilly. Nous allons donc écouter. Los que no conozcáis a Tatiana, ella es psicopedagoga y grafoterapeuta, especializada en el gesto de la escritura y coordinadora de EducArt, cuando la educación es un arte, asociación que trabaja en el sistema educativo a nivel internacional. Habla micrófono, Tatiana. C'est bon, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je vais parler en français. Donc, la traduction, pour être bien claire, Marie va la faire en espagnol. Donc, bonjour aux participants. Je vais mettre dans le chat, tout d'abord, le plan de ce dont on va parler, parce qu'il n'a pas été publié. Donc, le voici, normalement. Ah, voilà, je vais le mettre ici. Hop là. Voilà. Ainsi, vous pouvez suivre le plan. Donc, d'abord, je voudrais remercier le symposium, remercier toute l'équipe du symposium pour l'organisation et la priorité qui a été mise sur l'éducation, qui est un thème super important aujourd'hui, à mon avis, comme nous allons le voir. Donc, merci beaucoup pour toute cette organisation et de permettre la participation dans ce symposium. Je vais reprendre donc d'abord le titre et le résumé. Ensuite, je vais vous expliquer d'où je pars, donc qui je suis et pourquoi ce cri d'alerte. Ensuite, point 3, le contexte scolaire, mais à partir du contexte plus global. Ensuite, le 4e point, une réflexion sur le numérique. D'abord, qui bénéficie du numérique? Ensuite, le numérique et les enfants. Donc, nous sommes dans le cadre des enfants. Ensuite, le numérique et l'apprentissage. Et ensuite, nous allons aborder la proposition. D'abord et avant tout, comme plusieurs en ont déjà parlé, humaniser l'éducation. Ensuite, un point extrêmement important, s'informer et choisir. Et puis, le cœur, qui me tient à cœur, résister grâce à l'art. Nous allons terminer par une conclusion. Le titre et le résumé. Quelle direction prend l'école? Entre l'hypnose du numérique et les troubles ou les difficultés scolaires, quelle perspective pour l'enfant apprenant? Présentation de la voie artistique comme facteur de résistance et de transformation. Avec la pandémie, à l'école primaire, 5-12 ans, la pression du numérique se fait plus grande sur les enseignants. Et dès les premières années d'apprentissage, les cours ont dû être adaptés aux écrans, aux
tablettes, ordinateurs sont devenus les outils de travail, avec une tendance implicite d'oublier les fondements de l'apprentissage, l'expérimentation, la relation à l'autre et à soi, le sens pédagogique. Et si les pratiques artistiques, la musique, la terre, l'écriture poétique, mais aussi la danse, etc., pouvaient contribuer à redonner sens à l'éducation d'aujourd'hui. Alors, qui suis-je et pourquoi ce cri d'alerte? Comme a dit Angelica, je m'appelle Tatiana de Barelli. Je vis en Belgique, à Bruxelles, mais j'ai beaucoup voyagé. Je suis maman de 2 fils et abuelita, grand-mère, de 2 petits-enfants. Je participe au courant du nouvel humanisme depuis plus de 40 ans et le thème qui m'inspire depuis toujours, mon dessin, mi proposito, c'est celui de l'éducation. Je suis licenciée en sciences de l'éducation à Bruxelles, Belgique, graphologue et graphothérapeute, donc spécialiste du geste d'écriture manuscrite. En 2007, j'ai cofondé Educar lorsque l'éducation devient un art, c'est le slogan. Une association de mise en œuvre d'une pédagogie humaniste à partir de réflexions multidisciplinaires, scientifiques, thérapeutiques, pédagogiques et surtout artistiques. Avec notre association, nous donnons des formations aux enseignants et aux acteurs du système scolaire sur la pédagogie de la non-violence, les apprentissages et les dysfonctionnements, les pratiques artistiques et l'écriture manuscrite. Chaque année, comme partout, le ministère de l'Éducation établit des priorités thématiques pour tout le système éducatif belge et les organismes comme le nôtre proposent alors des formations. Et chaque année, nous devons reconnaître que les thèmes artistiques et culturels ne figurent pas dans leurs priorités. Cette année, encore moins que d'habitude. Par contre, la priorité cette année se concentre sur des solutions numériques aux problèmes pédagogiques. Notre organisation Educar est aussi un centre de remédiation. Orthophonie, neuropsychologie et graphothérapie. Je me retrouve en consultation, en thérapie, débordée par la quantité d'enfants qui sont mal à l'aise avec leur écriture et aussi l'apprentissage en général. C'est cette expérience qui m'amène ici, comme vous, témoin et acteur de tentatives de changement. Alors, le contexte. Cela fait des années que les scientifiques nous alertent sur les conséquences de notre mode de consommation et sur les écueils d'un capitalisme à outrance. Le changement climatique, les dégâts irrémédiables sur la nature, la pauvreté extrême d'une partie de la planète. Avec la pandémie, nous sommes tous
dans le même bateau. Nous subissons tous les conséquences de ce capitalisme effréné et de notre surconsommation. On pourrait se dire que, ouf, enfin, un électrochoc planétaire qui va nous faire réfléchir sur notre mode de consommation. Et ça y est, nous allons changer notre mode de vie. Eh bien, rien n'est moins sûr. Je voudrais que nous échangions sur ce que certains appellent de manière provocatrice la plus grande hypnose de tous les temps, ou encore qui parle d'un nouveau mythe, le numérique. Attention, por favor, mettons-nous d'accord. Je pense que le monde digital est une merveille, d'une utilité extraordinaire lorsqu'il est utilisé pour faire avancer la recherche, pour accéder à l'information et à la connaissance. La preuve, ce symposium. Merci le numérique. Même pour créer de nouvelles formes artistiques. On a vu des spectacles en 3D absolument magnifiques. Donc, ça n'empêche pas la créativité. Le problème, c'est la manière dont ces nouveaux outils sont utilisés par tous et dont, sans se rendre compte, c'est ça la question, nous acceptons de façon ingénue de perdre notre liberté de penser. Réflexion sur le numérique. Je voudrais parler de 3 thèmes susceptibles d'alimenter notre vigilance. C'est la tentative de cette intervention. Qui développe ces outils? Le monde est régi par des enjeux financiers, c'est clair. Tout le monde le sait. Les États ont démissionné dans les domaines de la santé et de l'éducation. C'est international. Ce sont donc des entreprises qui, entre guillemets, aident dans ces 2 secteurs. Avec la complaisance, la lâcheté, les intérêts personnels de nos dirigeants. Nous sommes dans une logique de marché, avec des acteurs qui connaissent parfaitement nos attitudes de consommateurs. Vous pensez utiliser un produit qui s'appelle Facebook? En réalité, le produit, c'est vous. Cette petite phrase que j'ai lue résume bien la réalité. Le marché, business du numérique explose et s'impose tranquillement dans la sphère de la santé et scolaire. Programme, entre guillemets, éducatif sur tablette dès 10 mois. Les bébés, 10 mois. Des études pseudo-scientifiques valorisant les jeux vidéo. Les commerciaux du business savent comment manipuler l'information lorsque la rentabilité est en jeu. Petit à petit, nos craintes, et surtout nos craintes en tant que parents, s'endorment. Et voici les tableaux interactifs dans les classes et les iPads pour apprendre à lire en maternelle. Deuxième point, le numérique et les enfants. Donc, nous sommes dans ce cadre-là. Nous, adultes, pouvons réagir, critiquer,
choisir d'utiliser ou non ces outils. Mais les enfants, l'autre jour, j'étais dans mon bureau, ici, de consultation. Ma collègue logopède dans le bureau d'à côté, avec une petite fille. Et j'entends hurler dans le hall d'entrée. Maman! Maman! Après quelques minutes, je sors pour voir ce qui se passe. Est-ce un petit qu'on a oublié de venir chercher? J'arrive rapidement dans le hall et non. Alors, je vous décris le tableau. Le petit à la forte voix, là, dans sa poussette, sanglé et ne pouvant quasiment pas bouger. Sa maman à côté de lui, sur son smartphone, véritablement absorbée. Je m'approche du petit et je lui parle. Il se calme et il me sourit. Je me redresse et je tente de parler à la maman, toujours devant son téléphone. Enfin, elle détache les yeux et elle me regarde très gentiment. Et elle m'explique qu'elle attend sa fille. Cette jeune maman d'origine modeste a 3 enfants entre 2 et 8 ans. Les 2 plus grands viennent consulter pour troubles d'attention et du langage. Ce tableau, je le vois tous les jours et c'est devenu normal. C'est ce qui m'inquiète. Ensuite, 3e point, le numérique et l'apprentissage. À l'école, avec la pandémie, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la pression du numérique se fait vraiment plus grande sur les enseignants. Dès les premières années, comme partout, les cours ont dû être adaptés aux écrans. Tablettes, ordinateurs sont devenus les outils de travail. 4 observations internationales immédiates et alarmantes se vérifient aujourd'hui à partir des témoignages des uns et des autres. Le financement d'outils performants n'est pas prévu par l'éducation, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. Ensuite, la réflexion pédagogique est très faible, alors que, par exemple, en Belgique, chaque école est tenue d'avoir un projet numérique. Comment est-ce possible d'élaborer un projet numérique sans projet pédagogique? C'est le monde à l'envers. Mais c'est l'exigence d'aujourd'hui. Ensuite, on observe un renforcement clair des inégalités scolaires, les plus favorisés possédant le matériel. Et enfin, une démotivation générale, élèves et enseignants. Une enseignante me disait que cette année, elle ne connaît pas ses élèves. Si cela continue, elle abandonne le métier parce que ce n'est pas ça, enseigner. Certains observateurs soulignent que la pandémie n'a fait qu'accélérer un processus déjà mis en route depuis plusieurs années. En effet, les témoignages des enseignants, des parents de nos petits élèves en consultation le confirment. Le décrochage scolaire, les troubles d'apprentissage, la souffrance à l'école s'amplifient. Et subtilement, la place de l'enseignant, elle aussi, est remise en question dans ce tout numérique. Voilà. Alors,
Nous entrons dans la partie plus positive. Donc, la proposition. D'abord et avant tout, comme plusieurs l'ont déjà dit avant moi et l'ont très très bien développé, humaniser l'éducation. En tant que pédagogue humaniste, nous travaillons au sein, donc vraiment dans la réalité du système éducatif. Les valeurs qui nous animent sont celles de la cohérence avec soi-même et avec les autres, de la vision de l'enfant en tant que transformateur du monde. Rappelons que humaniser la Terre, c'est apprendre sans limite, c'est aimer la réalité que l'on construit. Nous partons d'une conception de l'être humain comme global. La tête pour penser, critiquer et chercher les informations. Le cœur pour aimer ce que l'on fait et apprend pour respecter ses émotions. Le corps pour bouger dans le monde, se confronter à l'autre et à l'environnement. Notre conception de l'apprentissage en tant que dépassement de soi-même. Ça va pour l'espagnol? C'est bon? ¿Todo bien en espagnol? Bon, j'espère. Alors, le point de s'informer. Notre expérience de pédagogue, mais aussi de maman, nous fait évoluer et nous remettre toujours en question. Aujourd'hui, de plus, nous avons à notre disposition des découvertes scientifiques, multidisciplinaires et multiculturelles qui valident nos intuitions et structurent notre expérience. Informons-nous et informons autour de nous. Par exemple, les pratiques artistiques si positives pour nos enfants se retrouvent valorisées par les neuroscientifiques qui nous expliquent les bienfaits cognitifs de la multimodalité ou multisensorialité. Nous avons les données nécessaires, accessibles pour inventer de nouvelles réponses, provoquer des prises de conscience à partir desquelles de nouvelles voies s'ouvrent. Quelques exemples d'informations particulièrement utiles à partir d'études scientifiques. Si vous voulez, je vous donne toutes ces études-là. Le cerveau du bébé est particulièrement réceptif et malléable. Le langage, donc la langue, s'organise principalement entre 10 et 20 mois. Il va capter les sons de la langue et le sens de la langue par interaction humaine avec la maman principalement. Pas d'interaction, pas de langage. Donc, mettre le bébé face à des comptines en anglais, par exemple, pour qu'il parle l'anglais, c'est du vécu, je l'ai entendu, ça ne sert à rien. Les études le démontrent et nous avons ici des enfants de 4 ou 5 ans qui ne parlent pas. On parle de mutisme ou de profil autistique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est un élément. Ensuite, on dit que les jeunes apprennent mieux avec l'accès Internet. C'est faux.
on constate que l'usage premier chez les jeunes concerne non pas la connaissance, mais les jeux vidéo et les outils de communication. Snapchat, Facebook, etc. Lorsqu'il s'agit de chercher une information pertinente et de la critiquer, ils ont besoin d'aide. Avoir des jeux sur ordinateur ou tablette pour apprendre distrait plus que n'aide. De nombreuses études aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, mettent en avant aujourd'hui l'illusion de l'apport du numérique dans l'apprentissage. Alors, résister grâce à l'artistique, à l'art. Je reprends une phrase de Kremski, qui est un musicien et qui m'a servi pour lancer Educar. Kremski disait « On ne peut apprendre la musique sans y mettre son âme. » On ne peut apprendre la musique sans y mettre son âme. Je trouve que cette phrase est valable pour tous les enseignements, tous les apprentissages. Dans notre démarche Educar, l'artistique s'est imposé naturellement. Tout d'abord comme nécessité humaine qui nous vient de loin. Reconnaissons que déjà nos ancêtres du Paléolithique laissèrent derrière eux l'expression des mondes sensibles, imaginaires et sacrés. Ensuite, tout simplement parce que nos véritables maîtres, les enfants, nous ont guidés sur ce chemin. Je pense à Mathieu, 8 ans, dyslexique, timide, qui a récupéré le plaisir de lire à partir du piano. Je l'ai ici. En effet, pour jouer les mélodies qu'il affectionne tant, il faut lire les partitions dans un ordre précis qui donne alors une mélodie. Je pense à Camilla, 3 ans, qui un doigt à la fois prend contact avec la couleur et s'émerveille de ses premières traces sur le papier. Le contact. Ou encore Tom, 13 ans, qui ne voulait plus écrire et qui s'est réconcilié avec son écriture grâce à la calligraphie à la plume et aux superbes tags. Les exemples sont très nombreux de tous ces élèves qui, grâce à l'artistique, ont pu récupérer le goût d'apprendre. Nous aussi, nous avons eu tous cette expérience de révélation à nous-mêmes à partir d'une création musicale sur le piano, de l'élaboration d'une pièce en terre ou même d'un coloriage d'un mandala. L'émotion nous envahit. Le temps s'arrête. La perception du monde change. Il y a la place pour l'imaginaire, pour une existence à soi différente. Cette connexion particulière à soi-même, à son intériorité, à travers nos sens, qui se transforment
en production artistique et une autre perception du monde, c'est une expérience, à mon avis, qui peut faire partie de la vie d'apprenant. C'est pourquoi nous avons choisi de privilégier l'artistique, non pas pour la performance, mais comme partie et moyen d'éducation. Éduquer par l'art. Face au courant actuel qui risque de nous éloigner d'un risque de nous éloigner du meilleur de nous-mêmes, j'aurais tendance à vivre cette proposition artistique comme outil de résistance. Tout comme à d'autres époques, rappelons-nous, en Europe, en Amérique latine, je pense à Cuba, Argentine, les artistes se sont retrouvés au cœur des révolutions. Il me semble qu'une nouvelle civilisation doit émerger. Et c'est peut-être un nouveau moment historique pour la résistance artistique. En conclusion, nous sommes partis de la situation actuelle qui nous est donnée de vivre. La pandémie, l'électrochoc mondial, qui est la conséquence désastreuse d'un style de vie, mais qui peut être un déclencheur de changements profonds dans la société. Et ce qui nous intéresse ici, dans l'éducation. Avec l'explosion mondiale du numérique, nous avons vu les dangers liés aux intérêts de ceux qui ont la main mise sur ce marché, et en particulier lorsqu'on s'adresse aux enfants et à leurs apprentissages. Nous avons un peu exploré l'illusion du numérique. Nous sommes enfin revenus à l'être humain et ses nécessités profondes pour réfléchir ensemble sur la direction que nous voulons pour l'école. Les voies artistiques inscrites au sein même de nos civilisations les plus anciennes nous semblent aujourd'hui fondamentales pour garder une connexion avec nous-mêmes, sensorielle, émotive et humaine. Restons donc vigilants, por favor. Aiguisons notre sens critique et accompagnons nos enfants à s'émerveiller, rester curieux pour redéfinir la réalité et construire le futur en toute conscience. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des témoignages ou des questions, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Muchas gracias. Voilà. Como somos pocos, voy a abrir todos los micrófonos y quien quiera hablar, que hable. Ok, gracias. Ya están abiertos. Quien quiera hablar, que diga lo que quiera. Por orden, claro. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy interesante. Gracias, Sierra. Je suis convaincue que nous avons tous une expérience. ¿Eh? Todos tenemos una experiencia a nivel de la importancia del contacto
ou du contact particulier avec l'artistique ou l'artisanat. Je ne sais pas si on peut dire artistique, artisanat, c'est la même idée. Donc, tout ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit à partir de mon expérience et de mon inquiétude aujourd'hui. Et en même temps, le grand bonheur de voir dans ce symposium tellement d'interventions par rapport à l'éducation. Donc, ça me semble essentiel aujourd'hui, en tant qu'humaniste, d'avoir un impact et d'agir par rapport au futur. Le futur, c'est quand même les enfants. Voilà. J'espère que ce n'était pas négatif. Je suis sûre que tout le monde réfléchit beaucoup. Estamos reflexionando. Sí, mira, Tatiana. ¡Ah! ¡Hola! Sí. Quería comentar la importancia de... Sí, sí, sí. Bueno, que quería comentar la experiencia desde mi profesión con los niños para trabajar, por ejemplo, el tema de las pérdidas y el duelo, ¿se entiende? A través del arte. Ah, sí, sí, sí. Y la verdad es que, por ejemplo, para poder hablar de sus experiencias, de sus emociones y de todo lo que les pasa, verbalmente les cuesta mucho, pero a través del arte hace verdaderas maravillas. O sea, cómo ellos se pueden conectar unos con otros también a través del arte, ¿no? Sí, sí, sí. Más fácil que con lo verbal, ¿no? Absolutamente. Es un medio muy bueno para canalizar y expresar sentimientos, ¿no? Y emociones. Entonces, eso, que me ha parecido muy interesante. Gracias. Sí, 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 sí. Espero que lo podamos ver, ¿no? Grabado, porque es que me tengo que ir y no lo he visto entero. Sin problema. Pero sí, on parle ici, merci beaucoup, on parle aussi de la fonction sociale de l'arte. L'arte, comme dit Elsa, c'est un moyen aussi de communication qui n'est pas toujours verbale. La communication, elle passe aussi par d'autres formes de communication. Tu parles de la communication avec les enfants, mais aussi pour les enseignants. Je vois, cuando hacemos capacitación, quand nous faisons des formations avec les enseignants, mettre un enseignant face à la musique ou face à la danse ou face à la terre, permitir a los docentes también de volver a la experiencia artística, c'est super intéressant. C'est très, très émouvant. Entonces, es una manera de entrar en una nueva concepción del aprendizaje a partir de una experiencia. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Donc, c'est bon pour les enfants, está bueno para los niños, pero para los docentes también. También, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Chao. No sé si hay otros, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Bonjour Tatiana. Bonjour. Merci. Je ne sais pas si tout le monde comprend le français. Je suis très heureuse de t'avoir écouté dans ma langue d'origine. Ah, c'est super. Si tu peux parler doucement, Marie va faire l'interprétation, mais il faut lui donner un petit peu de temps, j'imagine, pour pouvoir... Ah, il y avait quand même une interprète. Bon, d'accord. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Non, pour ma part, simplement, je voulais dire que ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas le numérique à l'école, sinon le numérique à la maison. Ah. Je suis ici en Espagne et j'observe là où j'habite, en tout cas, que plus les classes sont défavorisées et plus les enfants sont accrochés dès bébés
dès tout petit au téléphone portable. Donc, parfois, j'ai l'impression que les enseignants sont là pour réparer les dégâts faits à la maison. Et je me demande s'il y aurait moyen, je ne sais pas comment réellement, de réguler un peu l'usage du numérique à la maison, comme on l'a fait par exemple pour la circulation routière. On ne roule pas n'importe comment, n'importe où, à n'importe quelle vitesse. Et je ne sais pas quoi ajouter, mais c'est un problème très grave. Les enfants se couchent ici à 1h, 2h du matin. Ils ont accès à Internet toute la journée. Ça les isole entre eux et ça les met en danger. Et les parents ne font absolument rien. Mais je vois que dans les classes plus élevées, là, on ne permet pas aux enfants l'usage du téléphone toute la journée. C'est plus, comment je dirais, plus consciencieux, non? Oui. Oui. Tatiana. Marina, merci. Ce thème, il est très préoccupant. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la maman, tu vois, qui était juste ici à côté, hein, parce que je suis dans mon bureau ici, dans mon bureau de consultation. Et donc, nous avons un grand travail d'information. Et attention, les parents sont pris dans un système général. Quand tu sais, je ne sais pas si vous connaissez le livre La fabrique du crétin digital. Bon, c'est un peu provoquant, mais il y a, je ne sais pas, 500 études qui sont reprises dans ce livre-là, d'un neuropsy, et qui expliquent les procès qui sont mis contre les fabricants de jeux. Parce que les mamans vont dans un magasin et on leur vend un programme, ce que j'ai dit, pour apprendre l'anglais. On leur dit, à 10 mois, votre enfant, mettez-le devant l'écran, il va apprendre l'anglais. Et c'est marqué programme éducatif, validé européen. Il y a des entreprises maintenant qui ont dû arrêter ça. D'accord? Mais pendant longtemps, maintenant, ça fait à peu près 30 ans que nous avons ce développement du numérique. D'accord? Donc maintenant, il y a par exemple, le Parlement européen vient de faire une commission spéciale pour voir comment protéger les enfants. Par exemple, à Taïwan, juste pour une information, jusqu'à 15 ans, les parents, par loi, ne peuvent distiller les objets numériques qu'avec des contraintes très strictes. On sait maintenant qu'avant 3 ans, pas de numérique, pas d'ordinateur, pas d'écran. On le sait maintenant. Tu vois? Donc, il commence à y avoir des premières informations parce que les dégâts sont très clairs. Tu vois? Après, évidemment, quand on parle comme je parle, on dit oui, mais toi, tu n'aimes pas le numérique. Mais non. Merci au numérique qui permet ce symposium, qui permet le partage d'informations, etc. Ce n'est pas du tout ça la question. C'est la question de bien se rendre compte que le cerveau d'un enfant n'est pas le cerveau d'un adulte. Et qu'on nous fait croire beaucoup de choses sur l'éducation, sur l'intérêt du numérique pour les enfants. Ça, c'est dangereux. Là, il y a une naïveté et c'est pour ça que j'ai expliqué le contexte qui est international. Je parlais avec une enseignante argentine qui me disait que la pandémie a provoqué un désastre pour les enfants qui n'avaient pas les moyens d'avoir un ordinateur. Ça a fait à peu près 6 mois d'instruction éliminée. Tu comprends? Donc, il y a vraiment, je pense que notre rôle comme humaniste, c'est de bien être conscient de ça, de partager l'information, mais aussi de se rendre compte que ces mêmes enfants dont nous parlons, ils ont besoin d'essence. Notre corps est en contact
par l'essence. Et une fois, donc nous organisons des stages pour les enfants, hein, avec que de l'artistique. Hein, donc ils font plein de choses artistiques. C'est absolument une merveille. Tu vois des enfants qui normalement seraient devant les écrans, quand tu leur donnes une expérience artistique, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se passe. Mais l'enfant devant le piano que j'ai ici, c'est impressionnant, impressionnant. Tu vois un peu. Là, je peux donner un témoignage. Oui. À l'âge de 13 ans, je crois, j'avais reçu un prix. À l'époque, on donnait encore des livres comme prix en Belgique, hein, parce que je suis belge. Ah bon, d'accord. J'avais reçu un livre avec la peinture de Chagall. Et ce livre, je l'ai encore. Pour moi, c'est un trésor. Et mon peintre favori a toujours été Chagall. Ça a ouvert un horizon en moi. J'étais une petite fille qui ne savait rien du tout de la peinture, tu vois. Et c'est tellement important parfois d'offrir un livre. Et certainement dans les ateliers que vous faites, il y a un éveil de futures vocations. Ça, c'est sûr. Mais je te dis, les exemples que j'ai dit pendant la conférence, c'est réel. Hein? Ce sont que quelques exemples. Mais je pense à un autre qui est dyspraxique, donc vraiment avec de graves difficultés praxiques. Il est devenu photographe. Parce que à un moment donné, on a dit, bon, tu as d'autres aptitudes. Et le regard qu'il avait par rapport au monde s'est révélé dans la photo. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément d'expérience. Mais je pense pour nous aussi, hein, c'est ce que disait Elsa, le côté social, le partage. Hein, quand tu dis le livre que tu as reçu, donc déjà, il y a une question affective aussi, hein, et il y a cet échange qui se passe aussi. Il y a une fonction sociale aussi, une fonction de dialogue dans l'artistique. Hein. Ce n'est pas seulement moi par rapport à ma création, c'est aussi moi par rapport à une autre forme de langage. Mais merci pour le témoignage, ça c'est sûr. Je vais mettre le site Educar dans le chat aussi, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou mieux connaître. Il est en français et en espagnol. Donc il y a les deux langues. Et il y a aussi un projet que nous avons fait de 3 ans sur la musique à l'école. Donc voilà. Merci Marina pour le témoignage. Merci à toi, Tatiana. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ou donner son expérience? En français ou en espagnol, hein? Bienvenidos. Ou en italien, je vois qu'il y a un... Je vois que Maria était en train de parler, mais je n'entends pas. Ah, d'accord, oui. Maria? Hablas, pero no se oye, María. No sé por qué no se escucha. Ah. Peut-être que ça s'entend seulement dans la traduction. Ah, peut-être. Est-ce que dans les participants, il y a d'autres enseignants? Marta, soy de España, Barcelona. No entiendo todo el italiano. María Segura sigue hablando, pero no sé qué pasa, que no se escucha ni se traduce. Ah, Maria, on ne t'entend pas. Y lo hace bien María, muy bien María, lo has hecho fantásticamente. A ver, Marta, tienes que bajar la interpretación abajo y poner español. Marta.
¿Me escuchas? Tienes que bajar abajo en lugar de poner interpretación y poner eso. Entonces escuchas en español. Ah, vas-y, Maria. Marta, ¿entiendes? Tú muy bien, Marta. María, lo haces muy bien, no te preocupes. Lo estás haciendo muy bien. Traduciendo todo lo que puedes en francés. Fantástico. Lo haces muy bien. Tú sigue con lo que estás haciendo. No, no, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Es de Marta que no encuentra abajo. La herramienta pone una cosa por interpretación. Apretas y no lo ves, Marta. Entonces que tienes una versión antigua de Zoom, no lo puedes hacer. Un problème de traduction avec Martha? Oui. Bon, mais Bueno, s'il n'y a plus d'intervention, je voulais vous remercier encore une fois, Angelica et toute l'équipe, d'avoir organisé ce symposium et d'avoir laissé la part grande à l'éducation. Et vraiment, mon désir le plus grand, c'est qu'on n'oublie pas notre engagement en tant qu'humaniste. Et pour moi, en tout cas, les enfants sont notre futur. Il y a une très jolie phrase qui dit qu'on va suivre la flèche qui nous emmène vers le futur et nous ne sommes pas un bolide qui tombe. Voilà, ça ne vient pas de moi. D'accord? Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à Marie pour la traduction. Au revoir, à bientôt. L'écran, d'accord? À bientôt, Marina. Au revoir. Angelica, gracias. Gracias, Tatiana, gracias. Muy interesante. Chao, Lorena. Que te vaya muy bien.